sa vie. Marguerite Pitt fut la dernière femme à être pendue au Canada, mais aujourd'hui, 40 ans plus tard, juristes et historiens se posent bien des questions à son sujet. Était-elle réellement coupable? Et de quoi au juste? C'est ce que nous allons voir. 2 ans plus tôt, cette femme a été trouvée coupable devant le jury d'avoir participé à une des pires tueries de toute l'histoire criminelle du Québec, connue sous le nom de la tragédie de Saut-au-Cochon, qui avait provoqué la mort de 23 innocentes victimes. Le Palais de justice de Québec, mars 1951, alors que commence pour Marguerite Ruet-Pitre une longue descente aux enfers. L'accusation, avoir aidé le tristement célèbre J. Albert Gay à placer une bombe à bord d'un avion qui explosera en plein ciel. Pourquoi faire sauter l'avion? Parce que Gay voulait se débarrasser de sa femme qui était à bord. 2 procès ont précédé celui-ci. 2 hommes ont été condamnés à mort. Mais l'opinion publique a toujours soif de vengeance. Votre Seigneurie. Marguerite Ruet-Pitre serait-elle donc condamnée d'avance? Messieurs les jurés, nous allons faire la preuve que Marguerite Ruet-Pitre a sciemment et délibérément participé à l'un des crimes les plus odieux des annales judiciaires canadiennes. Oui. Le grand instigateur de ce crime, l'un des tout premiers attentats à la bombe de l'histoire de l'aviation mondiale, c'est le bijoutier J. Albert Gay. En septembre 1949, quelques semaines après son crime, il est arrêté, accusé de meurtre, et après un procès qui avait créé tout un émoi à l'époque, condamné à la potence. Mais quelques jours avant son exécution, en juin 50, Gay relance toute l'affaire en dénonçant 2 personnes qui auraient été les complices de sa machination. L'horloger généreux Ruet, qui sera bientôt reconnu coupable d'avoir trafiqué la bombe responsable du crime, de même que sa sœur, Marguerite Ruet-Pitre, que l'on appelait alors la femme Pitre. La couronne appelle comme premier témoin Patrick Simard. J'étais à rôle la ligne de chemin de fer du CN, le long du fleuve. À peu près 3/4 de mille de Saut-au-Cochon. Et là, vous avez entendu un bruit. Une explosion. J'ai levé le chef. C'était un gros oiseau, 2 moteurs. Et j'ai vu qu'il y avait comme une longue traînée de fumée blanche qui sortait du flanc gauche, vis-à-vis de l'aile. Là, j'ai vu des morceaux qui montaient dans les airs. Au début du procès, la défense ne peut qu'assister muette au défilé impitoyable des premiers témoins à charge et au rappel des terribles détails du drame. En arrivant sur les lieux, j'ai constaté un amas de débris en majeure partie informe, des tôles arrachées, tordues, des pièces de bagages, des vêtements. Et puis, en m'approchant, j'ai constaté la présence de victimes, de cadavres, horriblement défaits, déchiquetés. Première tactique de Maître Dorion, jouer sur l'indignation du jury devant l'odieux du crime. Les photographies que j'ai prises, des organes humains, des parties d'intestin, une cage thoracique même, accrochée à des branches d'arbres. La scène était d'une horreur plutôt rare. Et vous savez, j'en étais pas à ma première vision cauchemardesque. Ah ben oui, c'est en plein la facture. Je vous avais mis la dynamite d'un bord, puis les capes puis la ratelle dans un autre paquet. Parce que ça va pas ensemble, ça, comprenez-vous? Deuxième tactique de Dorion, prouver l'intention criminelle en établissant que Mme Pitre a non seulement acheté la dynamite meurtrière, mais qu'elle l'a fait sous un faux nom. Maintenant, quand vous avez présenté cette facture, qui l'a signée? Ben, la femme Pitre. Ah. C'est pourtant écrit ici que la dynamite a été livrée à une dame Côté. Ben oui. Mais j'ai fait la facture au nom qu'elle m'a dit, comprenez-vous? Mais qui l'a payée? Ben, la femme Pitre. Elle m'a donné un 10, j'ai remis sa monnaie, puis ça finit là. Ah, merci, M. Géraud. Pas de questions, Votre Seigneurie. Madame Parent, voulez-vous dire à la Cour et à messieurs les jurés
Si au mois d'août 1949, soit quelques semaines avant le crime qui nous intéresse, vous avez fait une commission avec elle. C'était bien malgré moi, hein. Je pensais rendre service, moi. Elle avait une commission à faire chez le marchand de fer. Puis, comme elle savait que je connaissais un commis là-bas, ben, vu qu'elle insistait, j'ai dit, je vais y aller avec vous. Au moment de l'achat, lorsqu'il a été question de signer la facture, que s'est-il passé? Monsieur Giroux y a présenté à elle. Et c'est là que je l'ai entendu dire, est-ce que je pourrais signer Madame Côté? Madame Côté? Oui, c'est ce que j'ai entendu. Maintenant, le 19 septembre, soit 10 jours après le drame, vous avez revu l'accusé. Oui. C'est là qu'elle m'a dit, avec son petit air de chien battu, qu'il cherchait une femme en rapport avec l'accident de l'avion. Et puis que la dynamite qu'on avait achetée était en rapport avec l'accident. Et puis que si on venait qu'à me demander si c'était elle qui l'avait achetée, de dire que c'était pas elle qui était venue avec moi. Là-dessus, j'y ai dit que je ferais pas de faux serment pour personne, puis qu'elle essaye pas de me corrompre, j'étais pas ce genre-là. Eh bien, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle enverrait quelque chose par la malle. Merci, Madame Parent. Je n'ai pas d'autres questions. Madame Parent, vous venez de dire sous votre serment qu'au moment de la transaction au magasin de fer, Madame Pitre a demandé si elle pouvait signer du nom de Madame Côté. Ben oui, puis... N'est-il pas vrai de dire que Madame Pitre a d'abord demandé à Monsieur Giroux si c'est son nom qu'elle devait signer, ou plutôt celui de la personne à qui était destinée la dynamite? Ah oui, j'ai cru entendre ça, Non, oui. avez-vous entendu ça? Ben oui. Et pourquoi alors ne pas avoir répondu ça? Ben là, c'est un oubli, franchement. Il y a des choses qu'on peut oublier, hein? C'est assez énervant, ces histoires-là, que c'est normal que ça arrive. C'est quand même pas moi qui est dans le tort dans cette histoire-là, hein? Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. Monsieur Lamonde, est-il vrai de dire que le matin du 9 septembre 1949, alors que vous travailliez comme commis aux enregistrements des bagages à l'aéroport de l'Ancienne Lorette, vous avez reçu un paquet qui ressemblait à cette boîte-ci? Votre Seigneurie, je m'objecte à la production de la boîte. Il s'agit d'un effet qui n'a pas servi. On l'a amené ici, mais il ne s'agit pas de la boîte en question. Je tiens à faire remarquer à mon charmant ami que la chose nous apparaît à tous évidente. Je permets la question. Allez vous asseoir, Maître Simard. Poursuivez, Maître Dorion. Merci, votre Seigneurie. Oui, c'est une boîte comme celle-là. Et L'argument sous de quel Dorion, nom cette boîte c'est a-t-elle encore été sous un faux nom et donc en pleine connaissance de cause que Marguerite Pitre a placé l'engin mortel à bord de l'avion. Voulez-vous dire à la Cour et à messieurs les jurés si vous reconnaissez la femme qui a enregistré ce paquet sous le nom de Delphis Bouchard? Et dans l'affirmative, nous l'indiquer. C'est elle. C'est bien elle. Le procès de Marguerite Pitre attire des journalistes de tous les coins du globe et fait la manchette en Europe, en Asie, en Afrique. Mais il y a un témoin qu'on attend avec une curiosité toute particulière. Généreux Ruet, le frère aîné de l'accusé. Trouvé coupable d'avoir fabriqué pour J. Albert Gay la bombe fatidique, il attend la potence. Son témoignage va-t-il aider sa sœur ou la damner encore davantage? Monsieur Ruet, voulez-vous dire à la Cour et à messieurs les jurés si au mois d'août 1949, vous avez fabriqué un genre de cadran identique à celui-ci pour J. Albert Gay, un cadran pouvant servir à faire sauter de la dynamite? Ça fait 100 fois que je réponds à ces questions-là. Répondez par oui ou non. Non, monsieur, il n'y a jamais eu de dynamite avec. Je n'ai jamais remis de dynamite à Gay. J'ai jamais fait de bombe pour lui. Vous ne pourrez jamais prouver ça. C'est pas vrai. Bon. Mais si l'on exclut la dynamite, vous êtes d'accord pour affirmer que vous avez fabriqué un mécanisme identique à celui-là pour J. Albert Gay, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bon. Pour rassurer mon savant ami, je tiens à préciser que cette bombe n'est pas celle que le témoin a fabriquée, mais bien un faux servant d'exhibit. Objection! Accordé. Monsieur Ruel,
pouvez-vous nous dire pourquoi il n'y a pas de grande aiguille sur ce genre de cadran? La grande aiguille m'a été demandée d'être coupée par Guy pour qu'elle claire la pine, pour pas qu'elle touche à l'autre pine au bout en passant. C'est lui qui connaissait ça, c'est lui qui m'a emmené les plans. Ça fait 100 fois que je le dis! Quoi qu'il en soit, à la fin du mois d'août 1949, vous avez trafiqué un mécanisme à retardement pouvant servir à faire exploser de la dynamite. Et une fois ce petit travail terminé, début septembre, vous remettez le tout à Guy. Si vous connaissez toutes les réponses à vos questions, laissez-moi donc tranquille. C'est-tu le procès de ma sœur ou bien non le mien qui recommence? Monsieur Ruel, voulez-vous regarder cette boîte qui est près de vous? Et me dire si elle est identique à celle que vous avez remise à J. Albert Gay quand vous lui avez donné le mécanisme que vous aviez trafiqué pour lui. Ça peut pas être celle-là. Hein. La boîte, ça a été ici, cette boîte-là. Nous autres, on serait pas ici en train de répondre des actes de Gay. Monsieur Ruel, je vous demande si cette boîte est identique à celle que vous avez remise à Gay, oui ou non? Oui, monsieur. Bon. Vous l'avez montré à l'accusé? Oui, à Albert Gay. Vous dites oui? Objection! Le témoin n'a pas répondu oui en désignant ma cliente. Il a répondu oui en nommant Albert Gay. Ma cliente n'était au courant ni de la fabrication de cette bombe, ni de l'existence même de cette bombe. Bon. Le témoin est à vous, Maître Simard. Monsieur Ruet, est-ce que votre sœur vous a rendu visite dans les jours qui ont précédé le drame du 9 septembre? Non. Avez-vous eu des conversations, soit téléphoniques ou autrement, avec elle, chez vous ou ailleurs? Non. Gay lui-même vous a-t-il dit qu'il se procurerait de la dynamite par l'entremise de votre sœur? Non. Monsieur Ruet, connaissiez-vous Rita Morel? Très bien. Est-ce que vous étiez en mauvais termes avec elle? Pas de minute. Monsieur Ruet, avez-vous, en complicité avec votre sœur Marguerite, participé à l'assassinat de cette pauvre femme et des 22 autres innocentes victimes le matin du 9 septembre 1949? Oui. Sans le savoir, tous les deux. Chacun de notre bord, comme deux pauvres innocents. On peut dire qu'on l'a aidé, l'enfant. Au mois d'août 1949, alors que vous habitiez le même immeuble que l'accusé, vous avez eu, en présence de J. Albert Gay, une conversation particulièrement singulière avec elle. Particulièrement quoi? Enfin, vous avez eu une conversation avec elle. Pendant ce temps-là, je travaillais, faisais du taxi. Puis j'étais là, chez eux, comme ça, là, dans la cuisine. Guy était là, comme tu dis. Puis là, elle m'a demandé si je ferais un voyage avec mon taxi. Ben, ça fait que j'ai demandé quel voyage. Puis là, elle m'a dit que c'était pour être un voyage payant. Et quelle était la nature de ce voyage? Ben, c'était d'aller reconduire Rita Morel, la femme d'Albert Gay. Où ça? Il n'y avait pas de place en particulier. Alors, dans quelles circonstances deviez-vous aller l'amener comme ça? Ben, elle m'a dit... Elle a dit que ce serait pour être un voyage payant, mais que mon taxi était à la place ôtée. Et Rita Morel? Ben, c'était comme sous-entendu qu'elle sauterait, elle, avec. Merci. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur Beaulieu. N'est-il pas vrai que vous aviez bu, Monsieur Beaulieu, et que vous étiez relativement ivre ce jour-là chez Madame Pitre? Pas tout. Monsieur Beaulieu, vous connaissiez bien Albert Gay, n'est-ce pas? Pas vraiment, non. N'est-il pas vrai de dire que c'est plutôt Gay lui-même qui vous a fait cette proposition alors que vous étiez chez Madame Pitre? Non, monsieur. N'est-il pas vrai de dire que vous avez reçu de J. Albert Gay un montant de 200 $? Non, monsieur. Vous jurez ça, Monsieur Beaulieu? Oui. Vous jurez ne pas avoir reçu de somme d'argent de J. Albert Gay? Garanti. Et s'il est vrai qu'une telle proposition vous a été faite, que ce soit par Madame Pitre, comme vous le prétendez, ou par Albert Gay, vous n'avez pas pensé d'aviser la police? Non.
La manière qu'elle m'a dit ça m'intéressait pas. Puis j'ai pas posé de questions. Marquée à tout jamais par le bain de sang qu'elle a involontairement précipité, Marie-Ange Robitaille. C'est par amour pour elle qu'Albert Gay a entraîné Marguerite Pitre au cœur de cette tragédie. Mademoiselle Robitaille, voulez-vous témoigner pour ou contre la femme Pitre? Mademoiselle Robitaille, au mois de juin 1949, après que vous ayez quitté Albert Gay, qui venait d'ailleurs d'être arrêté pour port d'armes illégales, qui avait menacé de se suicider ou de vous tuer, est-il vrai qu'une fois Gay sorti de prison, l'accusée a servi d'entremetteuse entre vous et lui? Oui, elle me téléphonait à l'ouvrage. C'est sûr que c'était lui qui lui demandait de faire ça. Elle faisait toujours tout ce qu'il lui demandait. Elle y obéissait, c'était effrayant. Et elle a réussi à vous convaincre de retourner avec lui? Oui. Elle était comme une mère pour lui. C'est comme si la peine que je faisais à Albert, ça lui faisait mal à elle aussi. Comme une mère. Alors elle arrêtait pas de m'appeler. Pour me dire que Gay était découragé puis qu'il pensait rien qu'à moi. Une fois, elle m'a même dit que Gay y avait dit qu'il voulait empoisonner sa femme pour moi. Merci. Le témoin est à vous. Mademoiselle Robitaille, n'est-il pas vrai de dire que le 17 septembre, soit quelques jours après la mort de Rita Morel, vous avez rencontré secrètement Albert Gay? Oui, mais c'est Madame Pitre qui m'avait fait venir chez elle. Puis elle m'avait pas dit que Gay était pour être là. N'est-il pas vrai, quand vous vous êtes retrouvé seul avec Albert Gay, que vous lui avez dit « Attends un peu, on a le temps ». C'est parce qu'il m'avait demandé pour m'embrasser. J'ai dit que c'était pas le temps. J'ai dit d'attendre. Attendre quoi, hein? Vous lui avez dit que vous aviez le temps pour quoi? J'ai dit de pas m'embrasser. J'ai dit que mes parents voulaient pas que je sorte avec lui. Même après la mort de sa femme. Puis je lui ai dit que de toute façon, moi non plus, ça m'intéressait pas. Il m'a demandé si je l'aimais encore. J'ai dit non. Je l'aimais plus. Puis c'est vrai, je l'aimais plus. Vous n'aimiez plus un homme qui, par passion pour vous, venait d'assassiner sa femme? Non, je l'aimais plus. Monsieur Ruet, vous avez affirmé que votre sœur vous a dit que Gay venait de lui apprendre que la police recherchait une femme qui avait été portée un paquet dangereux à l'aéroport de l'Ancienne-Lorette. Est-ce qu'elle vous a dit qui était cette femme? Jean-Marie Ruet, le frère cadet de Marguerite Ruet-Pitre. Cette femme-là, c'est moi. C'est moi qui est coupable. Pardon? Elle vous a dit c'est moi qui est coupable? Objection! Avant de dire coupable, est-ce qu'elle vous a dit coupable de quoi? Ben, coupable d'avoir été porté un paquet. Objection, Votre Seigneurie, je n'ai pas terminé. Poursuivez, Maître Dorion. Et lorsqu'elle vous a raconté qu'elle était coupable d'avoir fait ce que Gay lui avait demandé de faire, est-ce qu'elle vous a dit que Gay lui avait promis d'annuler des dettes en retour? Objection! Quand votre sœur s'est dite coupable, a-t-elle dit coupable de quoi? Ben, je voulais dire qu'elle a dit qu'elle était coupable. Avant de dire coupable, est-ce qu'elle a dit que Gay l'avait informé que c'était une statue qu'elle était allée porter? Objection, Votre Seigneurie. Je retire ma question. Oui, vous retirez votre question, mais vous faites fi de la procédure. Et vous mettez le témoin au courant de ce que vous voulez savoir. Laissez terminer la couronne. Merci, Votre Seigneurie. Monsieur Ruet, vous rappelez-vous avoir demandé à votre sœur si ça l'avait payé, cette commission qu'elle avait faite pour Gay? Non, je me rappelle pas de ça, non. Monsieur Ruet, en septembre 1949, vous avez fait une déclaration à la police montée. C'est bien votre signature ici, Jean-Marie Ruet. Oui, monsieur, oui. Bon. Alors là-dedans, vous dites que vous avez demandé à votre sœur pourquoi elle avait fait ça. Ne vous a-t-elle pas déclaré
Il a fait une promesse d'annuler les dettes que j'avais avec lui. Ah, ouais, OK, ouais. Je pense que c'est peut-être quelque chose comme ça, ouais. Pour le service qu'elle lui avait rendu d'aller de la gare du Palais à l'aérodrome, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il lui avait donc fait la promesse d'annuler ses dettes, c'est exact. Mais là, si je l'ai dit, mais je m'en souviens pas. Ce sera tout, merci. Si vous voulez réinterroger le témoin, c'est le temps, Maître Simard. Merci, Votre Seigneurie. Monsieur Ruet, quand votre sœur vous a dit qu'elle était coupable, vous a-t-elle dit coupable de quoi? Ouais, tantôt, là, j'ai dit coupable, mais je voulais dire qu'elle a dit qu'elle était coupable d'avoir été porter un paquet à l'aéroport, pas d'être allée porter une bombe. Bien. Et lorsque votre sœur vous a dit que Gay lui avait promis de régler ses dettes, était-ce à propos de la livraison du paquet, ou plutôt parce qu'il lui avait demandé d'assumer seul le crime dont il venait de l'informer? Objection. Accordé. Maître Simard, je suis obligé de vous rappeler de ne pas informer le témoin de la réponse que vous attendez de lui. Si vous continuez, je vous condamne pour outrage au tribunal. Écoutez, Monsieur Ruet. Quand votre sœur s'est dite Non. Quand votre sœur vous a dit que Gay était prêt à régler ses dettes, était-ce parce qu'il lui avait demandé d'assumer seul toute la responsabilité du crime, oui ou non? Objection. Monsieur Pitre, le 19 septembre 49, alors que vous étiez en train de travailler comme journalier sur les chantiers de Valcartier, avez-vous reçu la visite de votre épouse, Madame Pitre? Oui, dans l'après-midi. Elle est arrivée avec son frère Jean-Marie sur le gros nerf. Gay venait juste de venir la voir, puis elle ne savait pas s'il était en train de revirer fou ou quoi, parce qu'il venait juste de dire que la police était après elle, à cause qu'elle avait acheté de la dynamite, puis elle était porté le paquet. Mais que si elle voulait tout prendre sur elle, il s'occuperait de tout, puis elle n'aurait plus de problème. Êtes-vous en train de dire, Monsieur Pitre, que votre épouse vous a dit que Gay lui demandait d'endosser seul toute la responsabilité du crime du 9 septembre, de sorte à le libérer de tout? C'est ça que je viens de dire. Vous a-t-elle parlé de quelque chose de bien spécial que Gay aurait eu dans sa poche? Oui, ben, c'est pour ça qu'il est arrivé bien épouvanté. Gay a déjà été arrêté pour avoir un revolver dans la poche. Elle avait peur qu'il y a dessus. Elle savait pas quoi faire. Moi, avec, je savais pas quoi faire. Bien. Merci, M. Pitre. Monsieur Pitre, il a été établi plus tôt que le jour du drame, votre femme venait de démissionner, n'est-ce pas? Oui. C'est une coïncidence plutôt curieuse, Monsieur Pitre, n'est-ce pas? Mais il y en a une autre que j'aimerais que vous nous aidiez à éclaircir. Le soir du drame, vous avez décidé de prendre un autre logement, Monsieur Pitre? Oui. Et vous avez donné un acompte pour le loyer? Oui. Un loyer n'est-il pas vrai 3 fois plus élevé que votre loyer précédent? Oui. Monsieur Pitre, comme votre femme venait de démissionner ce jour-là, vous veniez sûrement, vous, d'obtenir une augmentation de salaire pour pouvoir payer un loyer aussi dispendieux? Non, monsieur. Non? Non. Écoutez, faites-moi confiance. Si vous témoignez, c'est contre vous que vous allez plaider, c'est contre vous que ça va se retourner. Tout le monde est contre vous, vous êtes condamné d'avance. Laissez-moi la chance qui me reste de vous sortir de là. Oui, mais je veux le dire. Entre vous et Maître Dorion, la partie n'est pas égale. C'est lui qui va gagner. Non. Je veux tout le dire. J'ai le droit?
C'est vrai. C'est votre droit le plus strict. Je peux pas vous en empêcher. Je vais tout le dire. Mais je vous aurais averti. Hein? Merci. À demain. Maître Simard. Merci, votre seigneurie. Madame Pitre, le 18 août 1949, alors que vous connaissiez Albert Guay depuis 3 ou 4 ans, vous avez eu une demande de sa part d'aller acheter de la dynamite, n'est-ce pas? Pour une de ses clientes de la Rivière-au-Pin, oui. Une dame Côté qui voulait soucher son terrain. J'ai rendu le service, comme d'habitude. Puis ce soir-là, j'ai tout apporté ça au restaurant chez Marando où il est venu pour la prendre. Ce soir-là, je me suis chicanée avec mon patron. Mais c'est pas à cause qu'il y avait de l'argent en arrière de la commission que j'ai démissionné. C'est à cause d'une poêlonne que j'ai pris pour faire frire des oignons pour un client. La même poêlonne que je prenais tout le temps pour les oignons. Puis c'est là qu'il m'a dit que je savais pas travailler comme du monde. Moi, je l'ai pas pris. Puis j'ai dit que s'il était pour me parler sur ce ton-là, je donnerais ma notice. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai démissionné. Bien. Maintenant, quelques jours plus tard, alors que Guay était chez vous, vous avez eu la visite de M. Roland Beaulieu, le chauffeur de taxi. L'affaire du voyage payant, là, Oui. ça s'est jamais passé, ça. Vous niez ça, catégoriquement. C'est sûr, je vous le jure. C'est pas moi menteuse là-dedans. Bien. Maintenant, le 8 septembre. Guay vous a demandé un autre service. Oui. Le téléphone a sonné, c'était Albert Guay. Il dit « Venez me rencontrer à la gare du Pacifique à 8h30 le lendemain, le 9. » Et le 9, êtes-vous allé à la gare du Pacifique? Oui. Je suis sortie de chez nous vers 8h15, 8h20. Mon mari dormait encore, il était à ses chiffres. Puis là, quand je suis arrivée à la gare, Albert Guay était là qui m'attendait. Il m'a dit « Vous êtes en retard. » Moi, j'ai dit « J'ai bien failli pas venir parce que là, moi, j'aurais préféré me reposer un matin. » Ce matin-là, je me souviens, j'étais fatiguée morte. Là, il m'a donné un paquet. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, parce que d'habitude, quand on va enregistrer un paquet à poste, il demande toujours qu'est-ce qu'il y a dans le paquet. Moi, j'avais jamais été à l'aéroport. Fait que là, il m'a dit, c'est une statue. C'est fragile, mais inquiétez-vous pas parce que il y a une indication rouge écrite en noir dessus qui dit fragile. Là, il est parti d'un porte, puis moi, j'ai embarqué dans le taxi. Moi, je connaissais absolument rien de l'aéroport. Hein. C'était la première fois que j'allais. Fait que là, j'ai demandé au chauffeur s'il connaissait ça pour la commission qu'on m'avait demandé d'aller enregistrer un paquet. Il m'a dit oui. Fait que, en débarquant, en arrivant au comptoir, il l'a mis sur une balance, puis là, le monsieur qui était là, il l'a pris par la corde blanche, puis il a rempli le papier de sa main, puis il a écrit les noms sur la boîte. Et vous, avez-vous remarqué dans quelle direction le paquet a été dirigé? Mais non. Non, j'ai pas fait attention à ça, moi. Il y avait plein d'aéroplanes partout, puis je connaissais pas ça, moi. Bon, et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Mais là, je suis retournée trouver mon mari Arthur Pitt, puis avec mon petit gars, on a été voir pour un logement que ça faisait 8 jours qu'il était sur le journal. On avait eu un arrangement avec mon père, hein. Il avait dit, même que ça coûterait, même là, si ça monterait à 75 $, nous autres, on va te donner 50 pour nous garder. Fait que là, ça nous faisait une balance de 25 à nous à remettre, parce que le logement, il était meublé, chauffé à 75 par mois. Aviez-vous une raison pour quitter l'autre logement? Bien, c'est sûr, on n'avait rien que 3 petits appartements. On ne pouvait pas loger papa et maman avec nous autres. Surtout que le petit amenait des livres à la maison à cause de l'école, puis que des fois, ça y prenait de plus en plus à paix pour apprendre ses leçons. Maintenant, 10 jours plus tard, le 19 septembre, est-il exact d'affirmer que vous avez eu une autre visite d'Albert Guay? Ouais. Là, il a dit que la police me cherche à moi.
Puis que s'il y en avait une qui venait qu'à m'interroger, qu'il fallait pas que je le dise, que c'était moi qui avais été porter un paquet pour lui. Là, moi, j'ai dit, j'ai pas de raison à pas le dire. Il a dit que le paquet que j'avais été porté, c'était ce paquet-là qui avait fait sauter l'aéroplane. Moi, j'ai dit, c'est une statue que j'ai été portée. Il a dit que c'était pas une statue, c'était une bombe, celle qui avait tout fait sauter l'avion. Puis que là, la police, elle me cherchait, puis qu'il fallait que je fasse quelque chose pour me sauver, qu'il fallait que j'ouvre les clés du gaz, que je mette des guenilles dans un trou de serrure, puis que je me suicide en prenant les pilules qu'il m'avait données, là, puis que je laisse une lettre qui dirait que c'était moi qui avais été porter le paquet, que c'était moi qui étais coupable, que c'était moi qu'il m'enverrait me faire pendre, que toute cette affaire-là, c'était toute moi. Mais là, moi, j'avais peur de lui avec son revolver, puis je le pensais comme fou. Là, il m'a pris le bras comme ça, en me serrant bien fort, puis il est parti en me laissant là comme un coup de vent. Qu'est-ce que vous avez fait après? Ben, j'ai sorti dans le passage pour monter en haut au deuxième chez mon frère Jean-Marie. Puis là, j'ai vu mes parents qui étaient en train de faire un ménage à la porte à côté. Là, j'ai dit qu'est-ce qui m'arrivait. J'ai dit que c'était moi qui avais été porter le paquet en question. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Puis c'est là que j'ai demandé de pas le dire. Parce que j'avais bien peur pour moi. Bon, vous êtes fatigué, là, hein? Non. Non. Je suis ici pour tout le dire, puis je vais le dire jusqu'au jugement dernier. Donc, ce soir-là, vous avez eu une autre visite d'Alberguet. Oui. On était assis dans le boudoir à se demander qu'est-ce que c'est faire avec tout ça. Il y avait mon mari Arthur, il y avait mon frère Jean-Marie, ma belle-sœur Thérèse, puis mon petit gars. Là, c'est là que le téléphone a sonné pour Arthur. Là, il a été répondre, c'était Alberguet. Il disait qu'il viendrait faire un tour parce qu'il avait affaire à nous parler. Là, moi, j'ai dit que le meilleur qu'on pouvait faire, c'était que quand il serait ici, assis dans le boudoir, que Jean-Marie, il sorte faire venir une police, puis qu'on y raconte tout devant Guy. Mais là, Jean-Marie a dit qu'il fallait pas parler un mot de ça à la police, que ça allait tout se revirer contre moi, peut-être, parce qu'on n'était pas assez forts pour ces affaires-là, nous autres. Là, moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Là, je me suis mis à avoir mal dans mon côté, comme ça se peut plus, puis c'est là que j'ai demandé de m'emmener à l'hôpital parce que je vais mourir là. Puis là, arrivé à l'enfant Jésus, c'est là que la police est venue, puis je lui ai tout raconté. Quand même à cause de moi qu'il aurait été albergué, non? Et je l'avais pas fait arrêter, monsieur le juge. Il serait là pour le dire que c'est pas moi. Pourquoi c'est faire que vous l'avez fait pendre avant mon procès à moi? Pourquoi c'est faire que vous lui avez pas demandé à venir la dire, lui, la vérité? Pourquoi c'est faire que vous avez pas essayé de le piéger avec vos questionnages pour qu'il dise qu'il a menti quand il a dit que c'était moi? Si je l'ai fait arrêter, c'est-tu pour me perdre moi avec lui? C'est-tu pour ça, monsieur le juge? Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. Madame Pitt, vous avez dit à mon savant ami que lorsque la police vous a interrogé à l'hôpital, vous auriez alors tout raconté, n'est-ce pas? Oui. Je venais de passer un rayon X pour mon mal dans le côté. Il y avait 3 messieurs qui m'ont lu un papier qui me tenait sur mes gardes, que tout ce que je dirais pouvait me faire du tort. Bon. Vous saviez qu'ils étaient en train de faire enquête sur l'affaire de saute au cochon, n'est-ce pas? Ben oui. Et au moment où on vous demande si vous êtes allé porter un paquet à l'aéroport, vous leur dites non. Mais je peux leur avoir dit ça, mais j'étais pas sous serment à ce moment-là. Là. C'est ici que je suis sous votre serment. Vu que la police m'avait dit que j'étais pas forcée de parler, je lui disais ce qui me passait par la tête, moi, là. Et vous leur contiez des mensonges, Madame Pitt? Mais je me disais qu'une fois dans la boîte, je la dirais, la vraie vérité, là. C'est ça que je fais. Mais si vous essayez de me mêler avec vos questionnages, ça se peut bien que je me mette à vous dire toutes sortes d'affaires aussi, hein? Si vous me laissez pas le temps de penser comme du monde. Écoutez, Madame Pitt, vous êtes une femme intelligente, non? Pas comme vous, en tout cas. Vous rappelez-vous avoir nié ce soir-là, avoir porté un paquet à l'aéroport le matin du 9 septembre? J'ai dit ça parce que d'après la lecture du papier qu'il m'avait fait, j'avais pas de raison de dire la vérité. Est-il exact de dire que vous aviez une dette de 600 $? Oui. 625, 627, là, je m'en souviens plus. Mais c'est pas moi, c'est mon mari Arthur Pitt qui avait emprunté.
Ah bon? La reconnaissance de dette était pourtant votre nom? Ah, c'est parce que Arthur Pitt me faisait toujours signer à sa place parce qu'il y a de la misère à écrire. Ah, il a de la difficulté à écrire son nom. Ben oui, c'est pour ça que je signe pour lui tous les papiers, l'endossage des chèques puis tout. N'est-il pas exact de dire que Guy vous avait promis d'effacer la dette dans la mesure où vous feriez la commission le matin du 9 septembre? Ah oui, monsieur. Il a été dit d'effacer la dette la journée du 19 quand il m'a demandé de tout prendre la charge chez moi. C'est ça que je veux dire. Mais là, je vous demande pour le service que vous lui avez rendu le 9 septembre au matin, n'est-il pas exact de dire que pour ce service-là, il effacerait la dette? Je me souviens pas. Alors, pourquoi avoir déclaré à la police que Guy vous avait promis d'effacer la dette pour la commission du 9 septembre au matin? Pourquoi avoir dit ça si c'est pas vrai? Si j'ai dit ça, monsieur, c'était pas vrai. C'était juste pour faire marcher police. C'est de même que vous traitiez une affaire qui a entraîné la mort de 23 personnes? Fâchez-vous pas. C'est de même que vous traitiez ça? Fâchez-vous pas, je parlerai pas. Brouiller les traces de la police quand il y a 23 familles dans le deuil. Vous me poserez des questions quand vous serez défâchés. Répondez à ma question. Vous saviez qu'on vous interrogeait en rapport avec la mort de 23 personnes? Oui, monsieur. Et vous preniez plaisir à embrouiller les traces de la police? C'était pas un plaisir. Il y avait pas de plaisir là-dedans. Alors pourquoi leur compter des mensonges? Si je leur ai compté des menteries, c'est peut-être parce qu'ils m'en ont compté eux autres aussi, hein? Puis vous savez, il y a des choses, des fois, qui n'est pas toujours bon de jurer. Surtout quand on est tout seul. Si j'ai dit ça, pourquoi je peux pas le dire? Mais c'est peut-être parce qu'il arrêtait pas de me questionner tout plein de questions, chacun deux tours. Puis que moi, tout seul dans ma chambre d'hôpital avec Sœur Imelda puis mon mal dans le côté. Puis Guy dans ma tête avec son revolver. Que je savais même pas s'il fallait que j'essaye de le sauver ou bien s'il était criminel. Je venais pas à bout de finir mes phrases qu'il y avait déjà d'autres questions, mais c'est pour ça, monsieur. Et c'est au moins vous me laissez le temps de parler. Non. C'est terminé, Madame Pitre. Je n'ai pas d'autres questions, votre Seigneurie. Innocent. La peine de mort présume de certitudes morales absolues. Or, la justice est non seulement humaine, mais tributaire de son temps, de ses valeurs, de ses mœurs, et même de ses préjugés inconscients. Autre époque, autre jugement, autre verdict peut-être. En 1967, un projet de loi du gouvernement Pearson suspendait donc la peine de mort pour une période de 5 ans. Une période supplémentaire de 5 ans a été adoptée en 1973, avec seulement 13 voix de majorité. Et c'est en 1976 que la Chambre des communes abolissait définitivement la peine capitale par une mince majorité de 6 voix.
Les éclairs sur la glace du Forum, le Lightning de Tampa Bay affronte le Tricolore demain 19h30. Mercredi soir, faites vos jeux. Et mercredi soir de ce mois de novembre, nous allons jeter un regard de contemporain sur les 4 grands procès qui auront été présentés la veille. Nous allons nous demander comment, nous, aujourd'hui, nous jugerions les accusés dans ces affaires criminelles célèbres. Hier soir, premier procès, celui de Marguerite Ruet-Pitre, accusée de complicité dans l'attentat à la bombe qui entraîna la mort des 23 passagers d'un avion à destination de Bécomo le 9 septembre 1949. À l'origine de ce crime unique dans l'histoire du Québec, un homme, J. Albert Guay, qui voulait se débarrasser de son épouse. Condamné à mort, il dénonce 2 complices avant de monter sur l'échafaud. De Marguerite Pitre, il dit qu'elle a acheté la dynamite qui a servi à confectionner la bombe, qu'elle a ensuite elle-même fait mettre dans l'avion. Marguerite Pitre ne nie rien de cela. Oui, elle a acheté la dynamite, mais c'était pour dessoucher un terrain. Et puis oui, elle a mis un paquet dans l'avion, mais elle croyait qu'il contenait une statue. Elle ne sera pas crue et elle sera pendue le 9 janvier 1953, la dernière femme à avoir été exécutée au Canada. Monsieur Ruet, avez-vous, en complicité avec votre sœur Marguerite, participé à l'assassinat de cette pauvre femme et des 22 autres innocentes victimes le matin du 9 septembre 1949? Oui. Sans le savoir, tous les deux. Chacun de notre bord, comme 2 pauvres innocents. On peut dire qu'on l'a aidé, l'enfant. Si vous témoignez, c'est contre vous que vous allez plaider, c'est contre vous que ça va se retourner. Tout le monde est contre vous, vous êtes condamné d'avance. Laissez-moi la chance qui me reste de vous sortir de là. Oui, mais je veux le dire. Entre vous et Maître Dorion, la partie n'est pas égale. C'est lui qui va gagner. Non. Je veux tout le dire. J'ai le droit. Quand même à cause de moi qu'il l'a arrêté, Albert Guay, non? Mais je l'avais pas fait arrêter, monsieur le juge. Il serait là pour le dire que c'est pas moi. Pourquoi c'est faire que vous l'avez fait pendre avant mon procès à moi? Pourquoi c'est faire que vous lui avez pas demandé à venir la dire, lui, la vérité? Pourquoi c'est fait que vous n'avez pas essayé de le piéger avec vos questionnages pour qu'il dise qu'il a menti quand il a dit que c'était moi? Si je l'ai fait arrêter, c'est-tu pour me perdre moi avec lui? C'est-tu pour ça, monsieur le juge? Alors, Marguerite Pitre était-elle vraiment coupable? Depuis hier, vous avez répondu à notre question en très grand nombre. Nous vous communiquerons votre verdict en fin d'émission. Alors, avec moi en studio maintenant, 4 personnes qui vont débattre du verdict de culpabilité qui fut rendu dans le procès de Marguerite Pitre en 1951. Je vous les présente. Tout d'abord, Yves Boisvert, qui est chroniqueur judiciaire à la presse, journaliste. Jean-Claude Hébert, qui est, lui, criminaliste. Daniel Côté, qui est procureur de la Couronne au fédéral. Et Jean Cournoyer, qui est avocat et qui est animateur d'une émission de radio à CKC. Nous retrouverons nos invités tout de suite après cette pause. Qu'elle n'avait pas toute sa tête non plus, là, hier, là. Puis ils sont pas occupés de ça, je pense. Elle était coupable. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'affaire à accepter des pots de vin pour faire ça. OK. Et voilà. Merci. Des Montréalais, des Montréalaises interrogés ce matin à Montréal. Alors, nous retrouvons maintenant nos 4 invités, Jean Cournoyer, Jean-Claude Hébert, Yves Boisvert et Daniel Côté. Je vais d'abord leur demander de nous dire s'ils pensent que ce procès aurait connu le même déroulement et la même issue si c'était de nos jours. Alors, Yves Boisvert, vous êtes le premier à qui je pose la question. Je pense que ça se serait passé de façon très différente, mais je ne suis pas convaincu qu'on est à l'abri de ce genre de résultat-là. Jean-Claude Hébert. Manifestement, il y a eu un abus de procédure de la part de la Couronne, mais mettons ça de côté. Il y a des faits troublants, mais dans l'ensemble de la preuve, je pense qu'il y avait place pour un doute raisonnable. Madame Côté. Moi, je pense qu'il n'y aurait tout simplement pas eu de procès parce que le témoin principal, J. Albert Guay, n'était pas là. Et Jean? Je suis d'accord avec elle, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'elle aurait été quand même trouvée coupable.
Alors, il y a beaucoup de choses que vous venez de dire. On va revenir un peu sur chacun de ces points-là, si vous le voulez bien. Il y en a un, par exemple, qui a frappé pas mal de monde, c'est qu'il y a eu 3 procès à Québec qui se sont tenus successivement. Le procès Pitt, c'était le 3e. Qu'est-ce que vous pensez du fait, justement, que ces 3 procès soient tenus dans la même ville? Est-ce qu'il était possible de trouver au procès Pitt un jury, qui était un jury vraiment un peu objectif? Mais c'est là qu'on va se poser la question, pourquoi l'avocat de la défense n'a-t-il pas demandé une sorte de changement de venue? Puis c'était la responsabilité de l'avocat de la défense de le faire. Quand il a jugé qu'elle ne devait pas comparaître, elle a comparu quand même. Et quand il aurait jugé que l'endroit, l'atmosphère n'était pas propice à une défense pleine et entière pour sa cliente, il aurait pu dire « je demande un transfert dans un autre district ». Ah, ça, c'est la responsabilité, donc, de l'avocat de la défense que de demander et d'obtenir éventuellement que ça se passe ailleurs. Bien, il a cette responsabilité, mais le ministère public l'a également. Et le juge, qui est gardien de la légalité du procès, aurait dû, lui, se rendre compte il n'était quand même pas en vase clos, et rendre les ordonnances nécessaires pour assurer à madame un procès juste et équitable et ordonner un changement de venue. Oui, mais ce que je pense qui est important de voir, c'est que on n'est pas à l'abri de ça, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, en fait, presque jour pour jour ces temps-ci, Benoît Proulx, à Québec, était condamné dans une affaire qui avait eu un énorme retentissement à Québec, et le juge, là, malgré une preuve évidente qu'il y avait eu un battage médiatique énorme, avait refusé le changement de venue. Et la Cour d'appel lui a tapé sur les doigts par la suite, mais le juge avait refusé ça. Donc on n'est pas tout à fait à l'abri de ça encore maintenant. C'est de fait le premier réflexe qu'on a, mais je me demande si en 1949, avec la couverture qu'il y a eu de ces procès-là, quelque part au Québec, on aurait pu trouver des jurés impartiaux. Vous pensez que ça n'aurait pas été possible du tout? Je me pose sérieusement la question. Je veux juste citer un exemple, qui est le procès de Carla Teal, par exemple, qui est la femme de Paul Bernardo. Ça s'est passé tout récemment en Ontario. Son procès à elle, pour meurtre, s'est tenu avec une interdiction de publication. Ce qui fait que quand Paul Bernardo aura son procès, on pourra probablement trouver un jury qui soit moins prévenu, j'imagine. Oui, mais ça n'existait pas à l'époque, ça. Sauf qu'aujourd'hui, on est extrêmement sensible à la liberté de presse, à la publicité des débats, et j'ai l'impression que quelqu'un voudrait revendiquer une ordonnance de non-publication et un huis clos dans un procès de cette nature-là aujourd'hui, le juge refuserait. Bon, ça, c'est un point. Un autre point aussi, c'est le climat qui régnait à l'époque. Quand on se demande si ce procès-là se tenait maintenant, si ça serait la même issue, le même déroulement. Bon, il y avait un climat particulier à l'époque. On est en 1951, climat politique un peu particulier aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, tout ça, Jean? Moi, cette valeur, mais j'ai de la misère à me mettre dans la tête que le système judiciaire a évolué tellement que le climat politique de l'époque pouvait l'influencer dans le temps, puis il ne l'influencerait pas aujourd'hui. Le climat politique, c'est une chose qui est à l'extérieur de ce que moi j'ai appris quand j'étais à l'université puis j'étudiais le droit. C'est vrai qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, c'est clair, mais que tout ce système-là, les jurys, d'une part, trouvent Mme Pitre coupable, peut-être à cause du fait que M. Dorion était meilleur que l'avocat de la défense, mais il n'en reste pas moins que n'importe quel accusé aujourd'hui est soumis aux mêmes sortes de traitements. Je ne vois pas du tout la différence, moi. Vous n'avez pas l'air d'être tout à fait d'accord. Non, je pense qu'il faut vraiment tempérer ce genre de commentaires. Aujourd'hui, je pense, il suffit de voir les procès à grand renfort de publicité qui ont lieu et les verdicts qui sont rendus. Les jurés sont à l'abri de ce genre d'influence-là. En 1949, c'était beaucoup plus petit. Tout le monde connaissait son voisin, tout le monde il vient de se produire un procès dans un sens absolument social en Californie. On vient d'acquitter je ne sais pas combien de Noirs qui, effectivement, ces gens-là, on les a vus. On n'a pas de témoignages, on les a vus. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que la pression sociale a très certainement une très grande influence sur le jury de l'époque. Je vous répondrai qu'au niveau fédéral, pour les policiers, ils ont été acquittés au niveau de l'État, mais le procès fédéral a trouvé les policiers qui avaient tué le Noir. Ils les ont trouvés coupables. Je vais entendre nos 2 autres invités là-dessus. Il y a un fait particulier, là. À l'époque, rappelons-nous que le premier ministre du temps était aussi procureur général. Donc, il était le patron immédiat de la poursuite. Je n'ai pas de preuves et on n'a pas de preuves qu'il est intervenu, mais dans la mesure où le procès, à l'époque, a créé un remous et certaines interventions. Il y a des gens qui peuvent penser qu'il y a eu des interventions en haut lieu au niveau politique. Et ça, c'est malsain, ne serait-ce que pour l'apparence de justice. Est-ce qu'on peut considérer, je vais poser cette question-là à Yves Boisvert, est-ce qu'on peut considérer que le fait, par exemple, que les procureurs de la Couronne étaient Noël Dorion
et également Paul Miquelon, qui étaient vraiment deux poids lourds du tribunal à Québec. Est-ce que tout ça, c'était pas une volonté de Maurice Duplessis de s'arranger pour qu'on trouve des coupables et rapidement? Oui, c'est évident, quand on connaît un peu la personnalité de Maurice Duplessis, on serait très étonné d'apprendre à la suite d'une explosion qui a entraîné la mort de 23 personnes, il ne s'en soit pas mêlé du tout, surtout s'il était procureur général. Et surtout qu'il y avait, paraît-il, parmi les victimes, des Américains que Duplessis souhaitait voir éventuellement ou qu'il invitait à développer le Grand Nord du Québec. Oui, mais je veux quand même revenir là-dessus parce que on a tendance, en regardant dans le passé, à se dire, mais mon Dieu, maintenant, nous, on verrait beaucoup plus clair là-dedans. Les gens, à l'époque, étaient dans une espèce de noirceur et n'ont pas pu faire la part des choses. Mais il y a beaucoup de procès qui se passent au Québec, et en particulier dans les centres plus petits, où il y a un climat qui entoure le procès et les personnes peuvent être jugées à l'avance. Et ça peut être inconscient, ça peut être même dans tout l'appareil judiciaire que ça se manifeste. Nous allons nous arrêter pour le moment et tout de suite après la pause commerciale, nous reprendrons la discussion avec nos invités. Mon cœur me dirait qu'elle était innocente. Peut-être que la justice a fait son œuvre. Aujourd'hui, si tu regardes la manière qu'on fait les procès, là, il me semble que la preuve n'était pas assez pesante, n'était pas assez lourde. J'ai l'impression que c'est une personne qui s'est fait avoir. D'après moi, elle ne l'était pas, là. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle l'intention coupable. OK? Oui. C'est une opinion d'avocat, hein? Oui, oui. Bien, justement, on en a d'autres opinions d'avocats. On en a 4 avocats, 4 juristes en tout cas en studio. Justement, je vais leur demander maintenant de revenir sur ce qui a été évoqué depuis le début. Dans cette cause, le principal témoin, celui en tout cas qui aurait pu être le principal témoin, J. Albert Guay, n'était pas là, il avait déjà été exécuté. Ça, c'est une chose qui serait, j'imagine, impensable de nos jours. Tout à fait inconcevable aujourd'hui. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas un juge qui aurait permis que ce procès-là se tienne avec l'absence du témoin principal. Ça viole les principes de justice fondamentale. Je pense qu'en ces temps de charte, il y aurait eu un arrêt des procédures. C'est la charte, ça? Ça fait partie, je pense, de notre système judiciaire depuis des années, mais la Charte est venue renforcer cette situation-là et on ne l'aurait pas permis, j'en suis convaincu. Mais c'est plus que la Charte. Un procès, c'est la recherche de la vérité. Ce témoin-là aurait pu incriminer Mme Pitt comme il aurait pu la disculper. Donc, au nom de la recherche de la vérité, on a faussé une partie du processus ici en éliminant un témoin central du drame. Donc, de toute façon, ce que je crois comprendre de ce que vous dites, c'est que ça aurait été comme une sorte de non-lieu. Il n'y aurait jamais eu de procès Pitt. Aujourd'hui, en 1993, on pourrait demander l'arrêt des procédures en disant ce procès-là n'est pas juste et équitable, pas juste pour l'accusé, pour tout le monde, y compris la société. Il y a une affaire qui m'échappe. On est en première instance. Bon, c'est la Cour supérieure qui juge en matière criminelle. Un jury trouve coupable Mme Pitt. Il y a des irrégularités où il n'y en a pas eu. Il y a très certainement, dans ce temps-là, comme aujourd'hui, des procédures d'appel qui sont là. On a dû aller, avant de passer à la pendaison, à la Cour d'appel ou à la Cour du mandarin à l'époque, puis monter jusqu'à la Cour suprême. Est-ce que le système a tellement évolué qu'aujourd'hui, ce processus judiciaire est plus susceptible de casser des choses qui ne sont pas en faveur de l'accusé qu'il l'était à l'époque? Il me semble que la Cour suprême, c'est au-dessus de tout ça, puis c'est l'était dans ce temps-là comme aujourd'hui. Oui, sauf que la justice est humaine et moi, je pense que ce qui se passe, c'est que de plus en plus, on est sensible aux iniquités procédurales. On l'a toujours été. Est-ce que ça veut dire que dans ce temps-là, il ne l'était pas? Non, on était sensible à ça. On n'avait peut-être pas la même approche. Et c'est ce qui, je pense, amène la différence. Mais ça veut dire aussi que l'erreur judiciaire est toujours possible. Et c'est pas seulement à cette époque-là qu'elle l'était, elle l'est encore aujourd'hui, même si, comme vous le dites, on est beaucoup plus sensible de protéger les non-coupables contre les iniquités et les erreurs judiciaires, mais ça reste une possibilité. Ouais. Il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que souvent la Cour d'appel va casser un verdict de culpabilité d'un jury à cause de la façon dont l'avocat de la Couronne a fait sa preuve, à cause de la façon dont il a plaidé, à cause de sa façon un peu, des fois, sensationnaliste de présenter les événements, la preuve et de jouer sur les émotions énormément. Bien, justement, j'allais vous demander de nous dire ce que vous avez pensé de l'attitude, du comportement en cours
de la couronne dans ce procès-là? Il y a des choses inadmissibles à première vue. Inadmissibles, vous dites? Oui, Ah oui? Quand on présente des photographies... vous avez l'habitude, vous, de contester ce que disent les procureurs de la couronne. Oui, tout à fait. Et vous voyez un petit peu la scène ici. On a 23 cadavres qui sont pas très jolis à voir. On présente au jury des photos probablement en couleur de ça. Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans le procès? Il est admis qu'il y a 23 victimes qui sont là. On n'a pas besoin de prouver comment elles sont mortes. Elles sont déjà mortes. Donc, l'utilité de ça ou le but de ça, c'était de soulever la passion. Ça, c'est illégal. Aujourd'hui, en tout cas. Et de plus en plus aujourd'hui, Mais souvent... là, ça me frappe beaucoup ce que vous dites. Vous dites qu'il est interdit de soulever des passions quand on est au tribunal. Il me semble que, finalement, dans les affaires criminelles, les émotions, ça doit être souvent très perceptible. Et je suppose qu'un avocat doit pouvoir tabler là-dessus, non? Pas le procureur de la Couronne. Ce n'est pas le rôle du procureur de la Couronne. Nous ne sommes pas là pour gagner des procès. Nous sommes là pour rechercher la vérité. Mais si vous en perdez trop souvent, on va vous le reprocher, j'imagine. Fort possiblement, et on ne veut pas les perdre parce que lorsqu'on les fait, évidemment, on est convaincu de la culpabilité. Mais je pense que c'est un fait, ce que Maître Hébert soulignait, de plus en plus aujourd'hui, les cours d'appel rabrouent les procureurs de la Couronne qui font trop appel aux émotions. On n'a pas le droit de le faire. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'abus, ça serait inconcevable de nos jours, en fait, qu'il se passe ce que vous venez de décrire, Maître Hébert. Je pense que oui. Je pense à l'affaire Mandeville, l'agression sexuelle qui avait eu lieu là, dans le coin de Sorel. Je pense que la Cour d'appel a rabroué le procureur de la Couronne qui avait fait allusion à Hitler dans ses plaidoiries. Alors, je pense qu'actuellement, on est rendu à ce niveau-là de l'évolution. Ce matin, dans une émission de radio à Québec, dans l'émission d'André Arthur, l'ex-juge et ex-avocat de la Couronne, Paul Miquelon, disait que, d'après lui, le cerveau de toute cette affaire, c'était pas Gay, c'était pas Généreux Ruet, c'était Marguerite Pitre. De par la connaissance que vous avez, est-ce que vous croyez que c'est possible, vous? Avec ce qu'on nous a présenté hier, en tout cas, ce n'est pas le portrait là, qui en ressort. C'est évident qu'on a plutôt l'image d'une femme qui se trouve manipulée, là, qui se trouve peut-être à connaître les tenants et aboutissants. Là, on n'est pas tout à fait certain. En tout cas, il y a un doute là-dessus. Mais la façon dont elle est présentée, c'est pas du tout comme quelqu'un qui fait une machination. Là. Si oui, elle est machiavélique, parce qu'elle va même acheter la dynamite avec un témoin. C'est ça. Alors si oui, elle est vraiment d'une intelligence supérieure. Et c'est ça, pour ceux qui pensent qu'elle n'était pas coupable, ce que vous venez de dire là, justement, c'est la grande source d'interrogation. La conviction, c'est, j'imagine, quand on a un mauvais coup à faire, on va le faire tout seul. C'est ça. Oui. Rappelez-vous le témoignage de Généreux Ruet. Il a dit, sans le savoir, tous les deux, chacun de notre bord, on peut dire qu'on l'a aidé, l'enfant de chienne. Oui. Je pense que ça décrit bien la preuve qu'on nous a présentée dans cette émission-là. Ils ont contribué à quelque chose d'illégal, mais en étant entraînés, manipulés par quelqu'un qui avait la capacité de le faire. Il reste que quelques secondes avant qu'on aille à la pause, Jean. Est-ce que vous avez envie de conclure là-dessus? Non, pas. Mais il y a une chose qui m'étonne, c'est que d'abord, vous avez fait un excellent procès. J'aimerais savoir si la dame qui était à la télévision hier soir aurait acté de la même manière quand elle était à son propre procès. Oui. Parce que ça m'intrigue, ça, parce que tout le monde là, qui a décidé ce matin qu'elle n'était pas coupable ont vu une reproduction d'une femme extraordinaire qui jouait le rôle de Mme Pitt. C'était peut-être pas la même. On va voir quelle influence ça a eu, d'ailleurs, auprès du grand public, puisque tout de suite après la pause, je vais vous donner le résultat de ce questionnaire que nous vous avons proposé depuis hier. De vous transmettre le verdict auquel vous êtes arrivé. Marguerite Pitt était-elle coupable? Dans une proportion de 7 %, vous avez répondu oui, et à 93 %, vous avez répondu non, et nous avons reçu depuis hier soir plus de 5000 téléphones. Je demandais à mes invités ce qu'ils pensent de ça, eux. Yves Boisvert. Ouais, je ne suis pas vraiment surpris. Là. Je pense que tout dans la construction dramatique allait dans ce sens-là. Là. L'inégalité entre les procureurs, l'émotion qu'il y avait chez l'accusé, et ainsi de suite. Donc, ça me semble conforme. C'est mon opinion aussi, d'ailleurs. Je trouve ça rassurant pour les prochains procès que nous aurons à faire. Si effectivement les futurs jurys réagissent de cette façon-là devant une preuve similaire, ça veut dire que le risque d'erreur judiciaire est amenuisé. Ma première réaction, c'est de penser que c'est pas vraiment la preuve qui a influencé le verdict des gens aujourd'hui, mais la comédienne qui jouait le rôle de l'accusé, qui était magnifique. Sargon, vous rejoignez un peu la thèse de mon ami Jean, alors. C'est pour ça que moi, je souhaite tout simplement à Maître Hébert que son prochain client soit aussi bon acteur que ce qu'on avait hier. En tout cas, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission, puis je peux déjà vous dire aux téléspectateurs, aux téléspectatrices,
qu'on aura le plaisir de vous revoir au cours des prochaines semaines aussi pour commenter le procès qui aura été diffusé la veille. Et je remercie aussi le public d'avoir répondu en grand nombre à notre question. Alors ici Pierre Nadeau, je vous donne rendez-vous mardi soir prochain, 21h, pour un deuxième grand procès. C'est sur le procès de l'abbé Delorme. L'abbé Delorme a été accusé en 1922 du meurtre de son frère. Voici quelques extraits. Monsieur l'abbé, vous n'avez aucune inquiétude. Aurais-je des raisons d'être soucieux? On dit que vous pourriez être accusé du meurtre de votre frère. Vous devenez fou. Oubliez-vous que ceci est une soutane. Bibi est protégé. Et si on vous accuse malgré cela? Personne ne peut m'arrêter. Bibi ne sera jamais arrêté. D'ailleurs, Sa Majesté, le Premier ministre Tachereau, ne fera jamais ça. Clic, 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 clic. Qui vienne donc m'arrêter, lui. J'en avais un dans ma machine, mais j'en ai un autre chez moi et je ne me gênerai pas, vous pouvez en être sûr. Femme seule cherche homme libre. Une soirée de rencontres et de surprises dans En cas Dieu, demain, 19h.